Bonsoir à toutes et à toutes, bienvenue dans Libre. Ensemble, on va vous demander un peu de participation ce soir. Chers auditeurs, écoutez bien. Demain, vous aurez peut-être comme jamais la destinée de vos vies entre vos mains. La participation citoyenne dans le processus de prise de décision politique est le sujet de notre émission ce soir. Libre ensemble, Catherine Ax, Jacques Nizan. Selon un récent rapport du magazine britannique The Economist, la Belgique se classerait à la 33e place derrière l'Inde et le Botswana en termes de démocratie et de participation citoyenne. Notre pays est qualifié de démocratie imparfaite, non pas au niveau du respect de l'état de droit bien sûr, mais par sa gouvernance, sa culture politique apathique et son faible niveau de participation politique. Pourtant, ces derniers mois, la participation citoyenne est sur toutes les lèvres, notamment grâce à l'expérience inédite menée en communauté germanophone. La région bruxelloise est également tentée par une aventure similaire, de même que certaines communes. Alors peut-on espérer raviver nos démocraties fatiguées grâce à la participation citoyenne? Nous tentons de répondre à cette question avec nos deux invités ce soir. Je suis ravie d'accueillir Magali Plovy. Bonsoir. Bonsoir. Présidente du Parlement francophone bruxellois. Magali Plovy, en juillet 2019, déjà lorsque vous devenez présidente du Parlement francophone bruxellois, vous annoncez d'emblée votre volonté de faire de la démocratie une de vos priorités et notamment la participation citoyenne qui est aujourd'hui votre cheval de bataille. Avec nous ce soir, Dorian Feron. Bonsoir Dorian. Bonsoir mesdames. Après avoir travaillé au sein d'un cabinet d'une commissaire européenne et ouvert un traiteur saisonnier, vous êtes actuellement avocat, Dorian Feron, mais aussi membre du groupe du Vendredi. Alors qu'est-ce que c'est le groupe du Vendredi? En quelques mots, un groupe de jeunes talents belges entre 25 et 35 ans, vous me corrigez si je me trompe, Dorian, déterminé à améliorer l'état de notre société. Pour ce faire, ce groupe prépare des documents stratégiques sur des défis clés et alimente le débat d'idées, comme ce rapport que vous avez co-rédigé avec Paul Dermine, intitulé « Et si la démocratie ne sortait pas que des urnes ?» Vous vous êtes donc penché sur ce cas de la communauté germanophone. Le 25 février 2019, voici bientôt 2 ans, la communauté germanophone adoptait un processus de participation citoyenne permanent assez inédit dans son fonctionnement et unique au monde. Vous le rappelez bien dans le rapport Dorian Feron. Quels sont, en quelques mots, on va commencer avec vous, les atouts de ce processus participatif étroitement lié au pouvoir législatif et exécutif, ce qui en fait vraiment un mode inédit de fonctionnement. Expliquez-nous quels sont ces atouts et la base de ce processus. Bien sûr. Alors tout d'abord, il faut comprendre d'où ça vient. Depuis un petit temps, il y a un essoufflement de la démocratie. Le système de représentation connaît un manque de confiance de la part du citoyen et la communauté germanophone a très tôt compris cela et a créé ce qu'on appelle le Ausbelgen Model, qui est donc d'une façon permanente, donc par un décret, la communauté germanophone a décidé de tirer des citoyens au sort, donc de façon totalement aléatoire, et qui vont participer au processus législatif et donc vont proposer au Parlement germanophone des modifications de loi ou des nouvelles propositions de loi. Alors, un tirage au sort, le citoyen se propose ou pas du tout? C'est une bonne question. Alors, nos amis germanophones ont fait le choix de tirer au sort tous les résidents de la communauté germanophone, donc c'est plus large que les Belges ou les Belges germanophones, à partir de 16 ans, ce qui est aussi nouveau. Ah oui. Et donc c'est 60 000 personnes, c'est pas beaucoup, et toute personne peut être tirée au sort, et ces personnes-là tirées au sort peuvent ensuite choisir, oui ou non, de participer. Et là est le premier défi, parce que tirer au sort c'est bien, après il faut motiver les gens à tirer au sort de participer, et là on voit que c'est la première grande étape. À titre d'exemple, sur les personnes tirées au sort, seulement 12% ont répondu favorablement. Évidemment il y a l'effet de nouveauté, il faut peut-être que le système s'installe. Tout à fait, mais l'idée est de créer un renouveau démocratique avec des gens peut-être issus de milieux plus différents, plus... Or, s'il n'y a que 12% qui participent, le risque est que ce soit, disons pour faire simple, des blancs éduqués et d'avoir du mal à justement attirer celles et ceux qui perdent foi dans notre modèle démocratique. Bien sûr. Par contre, la jeunesse est conviée, 16 ans. C'est assez génial. On n'a même pas encore le droit de voter, puisqu'il faut 18 ans, mais on peut quand même siéger dans une assemblée qui va prendre des décisions. Tout à fait. C'est un choix politique qui se défend et qui est... Moi, je trouve assez chouette. Alors, ces personnes élues vont débattre de quoi et selon quelles modalités en somme? Alors, le modèle est un peu complexe, mais fait sens. Il y a un conseil citoyen, donc c'est 24 citoyens tirés au sort qui définissent un thème bien précis. Et une fois que ce thème est défini, il y a une assemblée citoyenne qui est élue, qui fait entre 25 et 50 membres, et qui définissent, qui débattent et puis proposent
des propositions de décret sur un sujet bien particulier. En l'espèce, ça avait été commencé en 2019 et ils avaient choisi l'amélioration des soins de santé, donc ils avaient été assez fins de leur idée. Hein, ils avaient senti Et là, avec le Covid, ça a été ralenti, mais donc l'idée, c'est, vu que il faut que ce soit une compétence communautaire en l'espèce, vu que c'est en communauté germanophone, donc voilà, le modèle belge fait que ça rend les choses un peu plus compliquées, mais c'est possible. Et donc voilà. Ces personnes choisies, tirées au sort, vont siéger et s'assembler et débattre pendant combien de temps ? Est-ce que c'est à vie ? Non, pas du tout. Non, justement. Donc elles sont libres pour 18 mois. Enfin, l'Assemblée citoyenne est renouvelée tous les 18 mois, et chaque fois un tiers qui part après 6 mois. Ce qui est chouette parce que ça permet d'éviter qu'une personnalité assez charismatique prenne un peu le lead, on va dire, et que ça devient quelque chose de très politicien. C'est vraiment le but, c'est de dépolitiser la politique, ce qui est un peu paradoxal. Il a été lancé, donc vous avez dit, voici un an, le Covid a un petit peu freiné les choses. Quels sont les premiers atouts que vous avez pointés sur ce modèle qui, vous le dites dans le rapport, est totalement innovant ? Je crois que dans le monde entier, aucune organisation de ce type existe. Exactement. Et ce qui est surtout unique, c'est le caractère permanent. Donc ça a été créé par voie décrétale, donc c'est dans une loi, et donc ça va être très difficile de la modifier. Il y a d'autres exemples qui existent déjà. Ça dans 5 ans. Voilà, mais c'était chaque fois des projets ad hoc bien définis et qui, après ce projet ad hoc, disparaissaient. Ici, c'est donc vraiment quelque chose de permanent et qui a vocation à rester. Qu'est-ce qui fait sa spécificité ? Moi, je me souviens, j'étais là à la conférence de presse après la première réunion citoyenne, et on a parlé à pas mal de citoyens. Ce qui est assez génial, c'est l'enthousiasme de voir que ces gens qui ont été tirés au sort, qui parfois n'avaient rien à voir avec la politique, qui utilisaient les mots de dégoûtés par la politique, sont là, passent tout leur samedi alors qu'ils auraient pu faire plein d'autres choses à débattre d'un sujet bien précis. Et ils ont l'air de trouver ça entraînant, intéressant. Ils sont très bien encadrés. Donc en fait, il y a des professionnels liés au thème discuté qui viennent expliquer, mettre le cadre, etc., pour que les gens ont le background nécessaire. Et donc moi, ce qui m'a le plus marqué ce 7 février lors de la conférence de presse, c'était l'enthousiasme des citoyens. Ils étaient tous assez surpris par le fait qu'il y avait une émulation positive et qu'ils étaient très contents d'être là. Alors, on reviendra avec vous sur les obstacles. On va d'abord parler des points positifs. Je me tourne vers Magali Plovy. Vous qui, donc, d'emblée, avez fait de cette participation citoyenne et ce changement-là pour le bien de nos démocraties, votre cheval de bataille depuis le début. Qu'est-ce que vous avez vu en ce modèle de positif et qui vous a donné l'envie d'instaurer ? Est-ce que, en gros, est-ce qu'il serait possible et aisément d'appliquer cela ailleurs qu'en communauté germanophone ? Quels sont les points forts et peut-être pour vous les points faibles ? Mais donc, en effet, on s'est inspiré de ce qui s'est passé en Irlande, mais aussi de la communauté germanophone. Donc on a très vite, avec mon équipe, rencontré un certain nombre d'experts, mais aussi les personnes dans ces parlements qui ont mis ça en place. Et puis nous avons nous-mêmes, en quelques mois, adopté et modifié notre propre règlement de fonctionnement du Parlement, des deux parlements, COCOF et aussi de la région et de la COCOM, pour aussi donner un caractère permanent à une participation citoyenne. C'est-à-dire que maintenant, dans le fonctionnement normal des parlements à Bruxelles, on aura aussi des commissions avec un fonctionnement peut-être différent de ceux traditionnels, c'est-à-dire aussi avec un tirage au sort de 45 citoyens tirés au sort et auquel on adjoint alors 15 députés. Donc ça, c'est vraiment de l'évaluation de l'Irlande qui nous disait qu'il fallait vraiment un ratio qui aille vraiment beaucoup plus du côté, je dirais, des citoyens. Donc c'est pour ça qu'on a vraiment fait ce ratio 45-15 députés, pour éviter aussi une prise de la parole plus par les politiciens qui ont peut-être plus l'habitude justement de prendre la parole. Et alors, on a aussi beaucoup travaillé sur l'accès de tous les citoyens au processus. Parce que comme vous avez dit, on est ici dans une communauté germanophone qui est plus tout le monde parle la même langue. Beaucoup plus homogène, évidemment, qu'une capitale comme Bruxelles. Ce qui n'est pas du tout le cas de Bruxelles. Et donc là, justement, il y a tout un défi qui est peut-être alors l'indifférent de la communauté germanophone. C'est justement que ça puisse être accessible pour tout le monde. Donc on a travaillé sur la question des langues, on a travaillé sur la question de faire un accompagnement pour les personnes qui n'ont pas l'habitude de pouvoir participer au processus démocratique. On travaille depuis maintenant plus de 6 mois à rencontrer les CPS, les associations qui travaillent dans les communes pour qu'ils puissent elles-mêmes
faire la promotion, je dirais, du processus, parce qu'il faut évidemment que le jour où une personne reçoit le courrier, elle puisse se dire qu'elle a une place, qu'elle va être bienvenue, qu'elle va être accueillie. Il faut en quelque sorte éduquer à la chose politique, vous pensez ? En tout cas, d'abord rassurer. Je pense que beaucoup de personnes... Expliquer et rassurer. Je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas l'habitude de prendre la parole, qui ont peut-être aussi dans leur expérience de vie, ont été fort écartées, mises sur le côté. Je parle surtout pour les personnes qui vivent dans la grande pauvreté. Moi, j'ai travaillé au service de lutte contre la pauvreté avant de devenir présidente ici, à la COCOF. Et donc, j'ai une attention très particulière pour ces personnes, pour qui, en travaillant avec elles, en les mettant en confiance, en fait, elles arrivent totalement à participer et ce qu'elles disent est hyper important pour les décideurs politiques. Et donc, on veut que notre processus soit accessible aux jeunes, puisque nous aussi on l'a ouvert à partir de 16 ans, mais aussi aux personnes évidemment porteuses de handicap. Donc là, on a prévu aussi un accompagnement aux personnes qui n'ont pas l'habitude de participer, en mettant tout un accompagnement pendant tout le processus des commissions délibératives, et enfin aussi pour les personnes qui sont par exemple des parents monoparentales, pour qu'ils puissent avoir aussi des activités pour les moins de 12 ans. Et que du coup, les parents peuvent alors participer. De dégager du temps, parce que j'imagine effectivement que votre peur, peut-être votre crainte, ce serait de ne pas pouvoir réunir dans ces assemblées des femmes qui effectivement sont à la maison, doivent garder les enfants ou pas, et que ce ne soit qu'un type, donc plutôt le mâle blanc, comme disait Dorian en communauté germanophone, instruit, pour pouvoir brasser toute la société. C'est vraiment très important. C'est vraiment très très important qu'on puisse avoir tout le monde. D'ailleurs, on a aussi travaillé plutôt sur les résidents et pas ceux qui ont la nationalité belge. Comme en communauté germanophone. Exactement. Tout à fait. Et en Belgique, à Bruxelles, on a quand même 30% de la population qui vient d'un autre pays. Et donc là, il y avait toutes les questions de la langue aussi, de l'emploi des langues. Donc là, on était limité quand même au niveau du Parlement au français et au néerlandais. Mais on va quand même essayer d'abord que le courrier puisse être accessible en différentes langues, en plus que le français et le néerlandais. Donc 6 langues différentes, plus dit de manière audio pour que les personnes qui ne savent pas lire et écrire puissent aussi comprendre. Et alors, pendant tout le processus, de pouvoir avoir des body systems, donc des gens qui peuvent aider une personne à s'exprimer ou à comprendre. Donc vraiment, il y a tout un processus là qu'on a mis en place. On ne pouvait pas mettre des traductions pour toutes les langues possibles, parce que là, c'était vraiment... Alors, concrètement, une fois qu'on est tiré au sort, on accepte ou pas. C'est comme en communauté germanophone, j'imagine. Oui. On peut refuser, mais on accepte. On se réunit combien de fois par an pour discuter de quelle thématique ? Comment ça se passe ? Alors, à Bruxelles, la différence avec la communauté germanophone, c'est que c'est sur un thème. Donc, la thématique peut être choisie par les citoyens. Pour 1000 citoyens peuvent demander de mettre un sujet à l'ordre du jour, ou des parlementaires qui estiment qu'il y a un sujet important. Là, la semaine passée, c'était la 5G qui avait été proposée par les députés et une suggestion citoyenne sur le logement et le sans-abrisme. Donc, ils ont été acceptés. Et donc, il y aura un tirage au sort par commission délibérative. La commission délibérative se réunit 4, 5, 6 jours. On arrive à des recommandations. Après, les personnes alors, ne se réunissent plus, c'est les mêmes députés. Pour nous, c'était important que les mêmes députés qui ont suivi tout le processus se retrouvent après dans leur commission, je dirais plus traditionnelle, pour faire un suivi, c'est obligatoire, un suivi des recommandations dans les 6 mois. Et puis, ils retrouvent les mêmes citoyens et ils montrent le suivi qui a été donné par les parlementaires, mais le gouvernement bruxellois s'est aussi engagé à faire un suivi. Ce qui est important. Oui, pour ne pas juste écouter le citoyen et puis ne rien en faire, voilà. Entre guillemets. Et puis alors, après, vous avez une deuxième commission délibérative, donc sur le logement, par exemple, ou sur la 5G, on verra bien laquelle sera... et alors, vous avez des nouvelles personnes, de nouveau, qui sont tirées au sort pour tout le processus, et puis on s'arrête. Et il est prévu que par année, on ait 3 commissions délibératives au niveau de Bruxelles. Est-ce que le citoyen est assuré d'avoir donc porté sa voix, qu'on l'ait entendu, mais que l'action suive derrière, et que les choses soient vraiment actées ? Donc, dans le règlement, il y a une obligation de suivi.
de rendre des comptes, parce que ça c'est vraiment important, de rendre des comptes auprès des citoyens qui ont été tirés-au-sort, mais aussi par rapport aux autres citoyens. Donc il y a une plateforme numérique qui va être mise en place, elle doit être finalisée dans les prochaines semaines, où on pourra suivre aussi, à partir de la suggestion citoyenne, pouvoir suivre les débats, en tout cas ceux qui sont publics, et d'avoir accès aux dossiers informatifs jusqu'aux recommandations. Et donc le suivi est fondamental, et moi je me réjouis aussi que le gouvernement s'engage aussi à faire ce suivi à leur niveau, parce qu'il y a des choses qu'on peut faire dans la législation au niveau du Parlement, mais il y a des choses que seul le gouvernement peut faire, comme par exemple des subventions qui seraient utiles, ou je ne sais pas, mettre en place certaines choses. Je pense que le gouvernement qui s'engage, c'est vraiment un respect du processus, et je crois que les citoyens, s'ils passent autant de temps avec l'engagement et l'intérêt, la moindre des choses, ce serait qu'on les écoute et qu'on active. Il faut qu'il y ait un résultat par la suite, sinon ça ne va pas. Dorian Ferron, que pensez du modèle bruxellois en regard du modèle germanophone? C'est génial que ce soit mis en place. Après, c'est différent dans la mesure où il y a beaucoup plus d'autonomie qui est donnée aux citoyens en communauté germanophone. Ici, la région bruxelloise a décidé d'impliquer les politiques. Donc c'est un modèle mixte, c'est ça que vous voulez dire, citoyens et dans le rapport, parlementaires. on se dit que dans un monde idéal, ce ne serait pas le cas. Après, c'est peut-être explicable parce que Bruxelles est une mégapole et c'est pas le cas. La communauté germanophone, c'est plus simple. Eupen est un peu plus petite que Bruxelles. Mais voilà, je pense qu'il faut faire confiance aux citoyens et le grand risque avec des politiques impliquées dans ces commissions, c'est que ces politiques prennent le dessus, dirigent les débats et guident les débats dans une certaine direction bien précise. Donc voilà, dans un monde idéal, je pense que ce serait sans politique, le dialogue citoyen. 1, 2, je crois qu'à Bruxelles, il y a le huis clos aussi, dont on n'a pas encore parlé. Donc, Bruxelles, à l'instar de la communauté germanophone, a décidé d'instaurer un huis clos pour les débats entre les citoyens. Et vous préconiseriez d'ouvrir les débats? C'est assez paradoxal de se dire qu'on veut que le dialogue citoyen soit à huis clos. C'est assez paradoxal. Après, il y a un tas d'études qui démontrent que ça vaut la peine, surtout au début, pour rendre les gens à l'aise, pour éviter des pressions avec certaines personnes qui viendraient assister en regardant qui dit quoi. Voilà, moi je trouve plus intéressant, il faut réfléchir aussi à plus long terme. Est-ce qu'il ne faudrait pas instaurer par exemple un congé politique où ces débats auront lieu par exemple en semaine et pouvoir prendre congé 4, 5, 6 jours pour pouvoir se consacrer totalement. Voilà, mais je pense que ce qui pour nous a l'air vraiment très important, si on peut bouger les mentalités, ce serait un peu rendre ce tirage au sort obligatoire, un peu à l'instar du vote obligatoire. Donc voilà, si on est tiré au sort, il faut y participer. On ne peut pas s'y dérober. Voilà. Et c'était comme ça également avec le droit de vote à la base. Quand on réfléchit, au début, c'était volontaire. Et puis justement, pour inciter les citoyens et celles et ceux qui ne participaient pas au processus démocratique d'aller voter, on a rendu ça obligatoire. Et en Belgique, on peut être fier de l'avoir. Donc cette participation obligatoire, à réfléchir. Et puis peut-être le dernier point, en fait, aujourd'hui encore, c'est une obligation constitutionnelle que seuls les parlements peuvent prendre des lois. Et donc, les résultats de ces dialogues citoyens, quoi qu'il arrive, doivent passer par le Parlement. Et donc, ce serait impossible à l'heure actuelle, dans le cadre constitutionnel qu'est le nôtre, que le dialogue citoyen puisse prendre des mesures. On va en reparler, ça, effectivement. Le droit belge, pour le moment, bloque la concrétisation de certains débats. En tout cas, l'accomplissement, on voulait dire. Oui, donc on ne peut pas donner le pouvoir à des citoyens de décider, quoi qu'il arrive, et que le politique, une fois qu'il a donné le pouvoir, n'a plus rien à dire. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose? Ça doit être débattu, il faut être nuancé. Mais en tout cas, aujourd'hui, le cadre ne le permet pas. Peut-être qu'il faudrait avoir le cadre et puis laisser au Parlement décider. Petit à petit. Petit à petit. Magali Pleuvy. Oui, mais donc je voulais réagir un petit peu sur ce que je viens d'entendre, parce qu'il y a des choses très justes. Nous, on a voulu un système mixte, parce qu'on a vu aussi que d'autres systèmes où il y avait les citoyens qui travaillaient ensemble, mais seuls, indépendamment, je dirais, des politiciens, quand ils venaient après présenter leurs résultats à des politiciens, souvent il y avait comme un braquage en fait, et donc il n'y avait pas de suivi. Ici, un braquage de la part des politiques, vous voulez dire? Des politiciens qui, justement, n'avaient pas suivi tout le processus de réflexion. Nous, on pense qu'en associant les politiciens, donc les députés ici, au processus, il y aura cet échange et cette compréhension. Et on pourrait faire tomber les réticences. Et alors d'avoir un vrai suivi. Parce que le problème, c'est que quand il y a ces réticences, du coup, il n'y a pas de suivi. On a vu à Bruxelles, il y avait un panel sur la mobilité. Ça, c'était exactement comme ça. Ils avaient
travaillé, c'était un super travail qui avait été fait par les citoyens, 4 jours. Et puis, avant d'avoir un suivi, et le suivi, franchement, ça n'a pas ressemblé à grand-chose, il a fallu 6 mois. D'abord parce qu'on ne s'était jamais posé la question du suivi, et ensuite parce qu'il y avait vraiment des réticences. Donc je crois qu'en associant, après il faudra évaluer et voir peut-être qu'il y a encore une autre façon de faire, mais l'idée c'était vraiment de les associer. Sur le huis clos, ça a été dit, c'est aussi une volonté de donner un cadre sécurisé. En tout cas au début, quand le modèle n'est pas connu par les citoyens. À un moment donné, pendant les délibérations, pour qu'on puisse avoir aussi des évolutions dans les prises de position. Et alors, je suis tout à fait d'accord sur les congés politiques. Je veux dire, à un moment donné, nous, on voit que si on veut aller plus loin et en faire plus souvent, j'ai dit 3 commissions délibératives par an, on va avoir du mal à en faire 4 ou 5. Et donc, en effet, le congé politique me semble être quelque chose qui va devoir se mettre en place si on veut le faire au niveau de Bruxelles, mais si on veut en avoir au niveau national, donc au niveau du pays, au niveau aussi des communes. Moi, je pense qu'il faut vraiment avoir cette implication des citoyens à tous les niveaux, et donc à un moment donné, ça doit venir dans notre mode de fonctionnement. Alors ça peut être des congés politiques ou des réductions du temps de travail, mais je pense qu'à un moment donné, il faut réfléchir si on veut vraiment que notre mode de fonctionnement ne soit plus une démocratie simplement représentative. Mais ça bouge parce qu'au niveau fédéral a également été décidé que les 2 ministres en charge, Annelies Verlinden et David Clarinval, les ministres en charge des réformes institutionnelles, ont également décidé qu'elle allait tirer au sort des citoyens pour réfléchir à ces questions. Donc ça bouge à tous les niveaux, et donc ce genre d'idée de congé politique va sans doute... Mais je voulais savoir, Dorian Feron, Magali Plovy, comment être certaine des intentions des citoyens une fois qu'ils sont tirés au sort et qu'ils font partie des débats, et l'intention derrière, ce serait une curiosité ou une conviction ou peut-être un intérêt propre. Comment être certain que l'intérêt commun soit premier et non pas un intérêt propre, et que chacun irait un petit peu défendre son bout de gras, comme on dit vulgairement? Tout dépend comment on regarde le problème. Je crois que parfois, il y a des problèmes qui sont bloqués à niveau politique à cause de querelles politiciennes. En Irlande, c'est un bon exemple. Il y a tout eu un débat sur l'avortement où les partis étaient bloqués. Et puis, au niveau des citoyens, c'est passé facilement parce qu'on s'en rend compte que... Et là, c'est aussi les positions politiques, c'est parfois aussi dû à des groupes de pression et autres que les citoyens n'ont pas. Oui. Donc, tout dépend l'angle d'attaque. Je crois que ça permettra aussi aux citoyens de sans doute se rendre compte qu'il y a des questions très complexes et les solutions sont complexes aussi. Et donc, personne n'a une baguette magique. Donc, peut-être les citoyens vont s'en rendre compte aussi. Et puis, ça permet aussi à chaque citoyen de se sentir peut-être un peu plus part de ce groupe, de cette société. Et donc, en s'engageant là-dedans, ça permettra sans doute de... Voilà... Une certaine ouverture, peut-être pas de peur d'avoir certains citoyens qui formeraient des groupuscules, je ne sais pas, plus dangereux d'extrême droite ou plus racistes. Non, ça c'est... C'est une très bonne question, et en comité germanophone, et je ne sais pas comment c'est à Bruxelles, il y a des mesures qui sont prises. Donc si on estime que parce que ça reste un tirage au sort. Donc, hélas, il y a des néo-nazis en Belgique. Si un néo-nazi est tiré au sort, il fera partie de cette assemblée citoyenne. Mais si 4/5 des autres personnes tirées au sort estiment que cette personne-là est dangereuse, elles peuvent voter. Donc, il faut une majorité de 4/5 qui est vachement élevée. Et puis, il faut motiver. Je ne sais pas si quelque chose de semblable a été mis en place par Bruxelles, mais ça me semble un garde-fou. 4/5, c'est... Il y a des garde-fous prévus à Bruxelles aussi. Oui, moi, je pense aussi que le fait qu'on ait un processus qui est suivi par des facilitateurs, des modérateurs au moment des discussions, des débats. Alors évidemment, je ne parle pas ici des extrémistes, mais je pense aussi que quand on participe à une discussion, à une délibération, à partir d'arguments qui sont échangés, parce que notre volonté aux commissions délibératives, c'est de ne pas aller avec une position, une vision. On veut vraiment que dans l'information qui est donnée au tout début du processus, c'est vraiment d'avoir différents positionnements qui sont présentés, qui sont expliqués. Et ces échanges-là de débats et d'arguments vont permettre aussi à chacun, peut-être, en principe, de mieux comprendre l'autre et puis de travailler à leur ensemble collectif. Et je pense aussi qu'on sent dans notre société, justement, ce collectif qui se perd, en fait. Et moi, je crois qu'on peut reconstruire une sorte de contrat social, en fait, entre les habitants, les citoyens et citoyennes, mais bon, avec sa vision très large, donc de tous les résidents, de pouvoir reconstruire ce contrat social ensemble par, justement, cet échange de dialogue, de débat et de construction commun d'une décision. Et comme disait Dorian Feron, que le citoyen réalise que la chose politique et que les décisions
politiques sont très complexes et voilà, on râle beaucoup plus que... Après, il ne faut pas oublier, c'est pas la baguette magique qui va tout changer. C'est un outil parmi d'autres et il en faut plein d'autres pour que la crise qu'on vit actuellement soit dépassée. J'allais vous demander, est-ce que ce processus participatif pourrait venir à la rescousse de nos démocraties un peu fatiguées ? Alors, comme ça vient d'être dit, je pense que c'est un outil, qu'il en faut d'autres. Moi, je pense qu'il y a évidemment des politiques aussi de lutte contre les inégalités qui peut être à la rescousse de notre démocratie. Je parlais du contrat social, je crois que ce sont vraiment tous des éléments qu'on doit reconstruire. Mais je pense que... En dialoguant et en tout cas en travaillant à tous les niveaux sur l'implication des citoyens, je pense en effet qu'on peut mieux faire face aux défis qui se présentent à nous, que ce soit les défis de prochaines années ou que ce soit le défi actuel. Je pense qu'on aurait pu peut-être aborder les choses un petit peu différemment dans la crise actuelle, en associant peut-être plus les citoyens. Alors pas en mars et avril, hein, ça c'est une évidence, mais en tout cas, et alors de manière très locale, en essayant justement de comprendre la réalité des personnes, de la manière dont elles ont des obstacles face à elles pour pouvoir respecter peut-être vraiment bien les mesures ou comment ça impacte trop fort leur vie et de pouvoir les adapter et peut-être de remonter ces réalités vers les décideurs politiques. Je pense qu'en tout cas, il faudra prendre les leçons de cette crise pour voir comment on pourra mieux se préparer face à d'autres crises qui viennent à nous. Dorian Feron. Emmanuel Macron vient de proposer de tirer au sort 35 citoyens français pour réfléchir à le processus de vaccination et comment convaincre la majorité donc, des Français. Donc ça fait école, effectivement, dans pas mal de pays. Est-ce que, justement, voilà, quand on parle de comités de quartier ou autres, on discute souvent des aménagements des voiries ou bien de la création d'une plaine de jeux dans mon quartier. Bon, c'est ça. Ici, non, on est bien d'accord qu'on discute de questions beaucoup plus vastes, beaucoup plus complexes que le simple aménagement de territoire d'une rue, par exemple. Je crois qu'il n'y a pas de limite, mais en effet, l'idée, c'est que ça peut transcender ce qu'il faut un nouveau terrain de foot au bout de la rue. Et nous, on prend position, le groupe du Vendredi, qu'il ne faut pas avoir peur de donner la voix aux citoyens. Ça peut être sur des questions fiscales très complexes, ça peut être sur le changement climatique. Ce qui a été fait en France, par exemple, avec la Convention citoyenne, c'est assez génial. Et ça prouve bien que c'est un enjeu compliqué, la transition écologique, etc. Donc, eux l'ont fait à bras-de-corps et l'ont très bien fait grâce à l'encadrement de professionnels, mais par des citoyens uniquement. Je crois qu'Emmanuel Macron s'est engagé à suivre 148 des 150 mesures proposées. Donc ça prouve bien qu'il n'y a pas... Il faut vraiment faire confiance aux citoyens, je pense. Il ne faut pas les infantiliser. Et ils sont capables de faire ça parfois même mieux que les politiques. Vous pensez tous les deux qu'on n'avait pas le choix, que de toute façon, notre démocratie, il a commencé à voir le mur de plus en plus près, parce que ce n'est pas neuf non plus cette idée-là à Athènes, dans les sociétés mésopotamiennes, il y a plus de 2000 ans. On demandait l'avis des citoyens, on l'avait un petit peu oublié ces dernières années. Et maintenant, il était temps d'y revenir. Vous pensez, Magali Plevy ? Il y avait un travail du G1000 qui a été fait il y a 10 ans, et je pense qu'à ce moment-là... 2011, effectivement, oui. Oui, il y avait les bases étaient déjà jetées. Un a priori quand même, je pense à ce moment-là. Du monde politique, on est bien d'accord, pas des tout à fait. Et je pense que la réflexion a mûri et qu'aujourd'hui, je crois qu'au niveau du monde politique, peu de gens vont remettre ça en question. Après, je crois qu'il y a des gens qui sont convaincus, qui veulent vraiment faire confiance aux citoyens, vraiment donner le pouvoir décisionnel. C'est exactement ce qui s'est passé en communauté germanophone. Vous le dites bien dans le rapport aussi, Dorian Feron, c'est que les politiques étaient les premiers Exactement, c'est un élan politique qui permet le dialogue citoyen. Après, moi, je pense que tout le monde n'est quand même pas si convaincu que ça. Et que c'est difficile aujourd'hui de dire qu'on n'a pas envie d'y croire vraiment. Donc je pense qu'il y a dans le monde politique des gens convaincus, motivés, d'autres un peu moins, mais qui n'auront pas l'occasion, je pense, de faire obstacle. C'est plus possible. Et donc, justement, on embarque vraiment tout ça. Et c'est vrai que Sacha Rangoni disait que le renouvellement récent, en tout cas à Bruxelles, c'est très flagrant, qu'il y a un renouvellement du Parlement qui a été très important ces dernières élections. Ça a justement provoqué peut-être ce changement de mentalité et cette volonté d'avancer sur ces questions de démocratie participative. En tout cas, le processus qu'on a mis en place, il n'y a pas eu de position. Il y a eu des abstentions, ça c'est clair, mais on a beaucoup travaillé avec
tous les groupes politiques pour mettre ça en place avec vraiment une discussion, et l'évaluation, elle se fera avec tous les groupes politiques. Et vous allez pouvoir les convaincre. On compte sur vous, Magali Plovy. J'espère bien, oui. Dorian Ferron, bonne continuation pour le groupe du vendredi. Merci bien. Continuez à étudier cette question-là, en tout cas. Je pense que vous n'allez pas vous arrêter. On a une carte blanche tous les vendredis dans l'Écho et Knack, et puis on publie 3-4 rapports par an sur un sujet bien précis. Donc voilà, n'hésitez pas à venir nous lire. Lisez le groupe du vendredi. Merci à vous deux d'avoir été là aujourd'hui. Merci aux auditeurs de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre rendez-vous de Libre Ensemble. À très bientôt et belle soirée.